Donc, bien évidemment, avant de parler d'EDF, je vais comme partir justement de l'adoption de PAC unique en 1987. Le système électrique a été progressivement bousculé par la mise en œuvre d'un marché européen de l'énergie. Alors, le fonctionnement de ce marché, complété par quelques mécanismes de régulation, tenait lieu de politique énergétique européen. Et le processus était censé profiter aux consommateurs. L'idée majeure qui continue à présider aujourd'hui à la transformation du secteur d'électricité est que l'introduction de la concurrence permet de réduire les coûts, de baisser les prix et de mieux répondre aux besoins des usagers. Aujourd'hui, le parc nucléaire et le parc hydraulique constituent des atouts pour la transition énergétique. Les effets de palier permis par la constitution des installations dans le cadre de l'entreprise nationalisée, telle qu'on l'a connue auparavant, confèrent à la France une avance en matière de décarbonation du mix énergétique. Il offre en outre un avantage aux industriels comme aux consommateurs particuliers quant au prix pratiqué. Cela a d'ailleurs attiré l'attention de Bruxelles, qui n'a eu de cesse de pourfendre le positionnement dominant d'EDF comme entrave au développement de la concurrence en France et a imposé le système de vente imposé à prix régulé de l'électricité nucléaire historique du quart de la production d'EDF, dit ARENH. La concurrence se développe désormais à l'aval, sans que les concurrents d'EDF aient besoin d'investir quoi que ce soit dans la production. Ces fournisseurs privés revendiquent une part encore plus grande de la production nucléaire à prix cassé. La CGT défend une vision intégrée, mais évidemment, production, transport, distribution, commercialisation, pour une transition énergétique efficace. En France, comme à l'échelle européenne, l'idée dominante consiste à affirmer que le secteur électrique est en surcapacité du fait du développement massif de capacités de production renouvelables à caractère intermittent. L'appel moins fréquent aux capacités de production thermique et nucléaire pilotables pose de nouvelles questions en termes de choix industriels comme en termes de financement pour préserver la sécurité d'approvisionnement, notamment pour les filières non subventionnées. Les coups de butoir de la déréglementation et les désoptimisations du système qui en résultent, conjugués avec les surcoûts associés au nouveau mix énergétique, constituent des facteurs de hausse des tarifs de l'énergie pour les usagers et pour les industriels. 3 facteurs de hausse peuvent être identifiés et agissent dès aujourd'hui sur les factures. Les charges supposées au titre de financement des énergies renouvelables, et peut-être un jour la question du stockage, telle qu'est posée en grand, se répercute en grande partie sur les prix, via la CSPE, mais aussi sur le budget de l'État et donc sur la feuille des impôts. Le tarif des réseaux augmente aussi pour faire face à l'adoption des réseaux au nouveau mix énergétique. Et la troisième, c'est la partie énergie des tarifs réglementés, est impactée par la hausse des prix de gros du fait de l'application de la tarification dite par empilement en application de la loi NOM. Dans un contexte, comme ça a été dit par Sébastien, où la programmation pluriannuelle d'énergie a porté ses débats surtout autour de la filière nucléaire, et qui est aussi attendue finalement cette PPE, pour connaître les axes du mix énergétique, une ONG, que je ne donnerai pas le nom, mais que tout le monde doit connaître en tête, publie un rapport pour sauver EDF, qui alimente l'idée du gouvernement de découper EDF. Celle-ci évoque bien évidemment la situation financière pour aboutir à faire évoluer son périmètre. Justement, parlons-en de la situation financière d'EDF. La valeur créée par les activités d'EDF dépend essentiellement des prix du marché de gros. Ces prix, passés de 50 € le mégawattheure en 2011 à 30 € courant 2016, ont une incidence importante. Rappelons qu'une augmentation de 3 € des prix sur le marché de gros ont un impact immédiat de 1 milliard d'euros sur l'EBITDA d'EDF. De la même manière, le dispositif de l'ARENH, tel que je l'ai développé juste avant, qui contraint EDF à céder 25% de sa production nucléaire à un prix fixé de 42 € le mégawattheure, pénalise aussi l'entreprise. Quand les prix d'électricité dépassent les 42 €, ses recettes sont plafonnées, donc bien évidemment à ce prix que j'ai indiqué, car ses concurrents souscrivent à l'ARENH. Quand ces prix sont inférieurs, EDF doit écouler sa production au prix du marché et non au prix de l'ARENH. À titre d'exemple, avec un prix de marché de 50 €, si EDF cède 100 TWh à 42 €, le manque à gagner pour EDF est immédiat de 800 millions d'euros. Un concurrent d'EDF assez connu expliquait en 2015
que sa marge brute avait augmenté de 20% en 2015, simplement en ne souscrivant plus à l'ARENH au moment opportun. Avec une entité nucléaire isolée, parce que c'est ça un des sujets qui est de fond, comme dans les scénarios UBS, Hold EDF qu'ils appelleraient, devrait tout de même porter sur son propre bilan le renouvellement du parc nucléaire, ainsi que sa prolongation. En l'absence de garantie de recettes, telle que j'ai évoqué avant, cela signifie que l'endettement repartira inévitablement à la hausse. La situation serait au moins identique, sinon meilleure, dans le cadre d'un groupe EDF intégré. La scission n'est donc pas un gage d'un meilleur financement des activités EDF, ni d'une meilleure structure financière pour les activités de production. L'intégration des activités EDF lui permet d'ailleurs de ne pas être exposé totalement à ce risque de diversification de ses activités. Commercialisation, distribution, production, tel que je l'ai développé avant. Isoler les activités nucléaires au sein d'une entité distincte lui donne un profil de risque plus élevé. Enfin, l'hypothèse des séparations des activités de commercialisation et de production signifie que la totalité de la production d'EDF serait soumise au prix de gros. Sur 444 TWh produits en 2017, 310 sont commercialisés directement par EDF, dont 145 au tarif réglementé, et jusqu'à 100 TWh peuvent par ailleurs être cédés via l'ARENH. Ainsi, dans l'hypothèse où l'entité qui produit l'électricité et celle qui la commercialise sont séparées, il est probable que le commercialisateur ne bénéficie plus d'un accès privilégié à la production du parc EDF. La scission accentuerait donc l'exposition d'EDF au prix de marché, alors que l'urgence est précisément de faire l'inverse. Pour la fédération, CGT, l'énergie est un bien essentiel et doit répondre à l'intérêt général. La transformation du secteur doit contribuer à résoudre les enjeux comme centrales, notamment la lutte contre la précarité énergétique et contre le réchauffement climatique. Mais cela se suppose de s'appuyer sur les atouts de la France et de l'avantage dont dispose la France en matière d'émissions de CO2, comme de prix pour l'industrie et les ménages. Face à cette situation que j'ai décrite, et pour conclure, la Fédération fait 5 propositions pour le secteur de l'énergie, et pour que la France puisse s'appuyer pleinement sur les atouts incontestables de la France qu'elle dispose. Premièrement, revenir à un véritable service public. Deuxième, faire coopérer plutôt que de rechercher l'éclatement des entreprises majeures du secteur qui en assurent la stabilité. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière? C'est alors que la volonté du gouvernement figée dans une vision libérale de l'économie, est aujourd'hui de démanteler EDF en séparant le nucléaire, les réseaux et les autres activités d'EDF, pour pouvoir céder des pans entiers d'activités privées, la CGT considère que l'avenir d'EDF, comme du secteur énergétique, repose sur une nouvelle articulation entre toute activité permettant la production, le transport, la distribution et la commercialisation d'énergie. Les nouvelles caractéristiques de la production, la capacité des consommateurs à intervenir pour réduire les écarts entre production et consommation, donc dedans on parle bien de l'effacement, production décentralisée, stockage, transforment le rôle des réseaux et nécessitent des interactions toujours plus fortes entre le gestionnaire de réseau, producteur, consommateur. Cela s'oppose frontalement au projet d'éclatement d'EDF et le découpage des entités distinctes qui poursuivraient des objectifs divergents. Troisième point qui est un peu d'actualité, rendre cohérent de la programmation pluriannuelle de l'énergie la recherche des moyens les plus efficaces pour réduire nos émissions de CO2 et les modes de financement des différentes filières de production et de stockage. Pour réduire réellement nos émissions de CO2, alors que celles de la France ont augmenté depuis 2016, liées aux importations, il est nécessaire que la PPE soit volontaire et réaliste et utilise les bons leviers pour résoudre la difficile équation de la réponse aux besoins et aux défis environnementaux. Investir dans les technologies les plus efficaces pour les réduire les émissions de CO2, tant que pour l'électricité que pour le gaz. Les technologies disponibles existent pour réduire nos émissions de CO2, déjà. Du fait de l'échec partent du marché de carbone institué au plan européen, une valeur du carbone a été instaurée par les pouvoirs publics. Valeur dite titulaire, qui était de rapport 15 €, pour inciter à choisir les énergies les moins carbonées. Dans le même temps, les modes de subvention accordés aux énergies renouvelables ne tient aucun compte des coûts de la tonne de CO2 évitée et des exonérations sont appliquées aux fret routiers en parallèle. Il faut rendre cohérent la PPE
les modes de financement des différentes filières de production et de stockage avec la valeur titulaire du carbone. En effet, après la bulle solaire, il y a quelques années, les tarifs sont désormais dégressifs et des appels d'offres filière par filière ont été institués. Mais la rentabilité de ces installations reste souvent excessive et le coût de la tonne de CO2 évité est dans certains cas très élevé. Un des quatrièmes points qu'on met en proposition, c'est vrai que chaque fois je détaille un peu dans les propositions qu'on met en avant, mettre sur pied des canaux spécifiques de financement de l'ensemble de la chaîne énergétique. Pour l'ensemble des filières de production, comme pour les réseaux de transport et de distribution, l'appel au marché financier, donc l'émission de titres et d'endettement, coûte cher aux entreprises en les exposant aux fluctuations des taux et la satisfaction des ratios d'endettement limitant les capacités d'investissement, alors que l'épargne disponible est importante. Des solutions nouvelles doivent être imaginées, à l'image de la KfW allemande, qui dispose de centaines de milliards d'euros pour investir dans la transition énergétique. La mise à disposition de fonds à taux d'intérêt réduit, non dépendants des marchés financiers, permettrait de dégager les entreprises des contraintes des marchés financiers. Ainsi, soulager ces entreprises pourrait investir massivement sans que cela ne pèse excessivement sur les tarifs de l'énergie. Il serait aussi possible de financer les réseaux en réduisant la rémunération des capitaux investis, de lancer des programmes d'investissement à coût réduit dans les infrastructures de transport, la rénovation thermique des bâtiments, la filière renouvelable gaz et électricité bien évidemment, la rénovation du parc nucléaire et le nucléaire neuf et les technologies de stockage. Pour cela, refaire la tarification de l'énergie un instrument de réponse aux besoins et de développement de filières. Repenser les modes de financement des investissements permettrait enfin de limiter la hausse des tarifs. Il faut aussi mettre en chantier une refonte des méthodologies de fixation des prix réglementés. Il est anormal de dépendre de tarifs, de fluctuations des marchés de gros. C'est particulièrement vrai pour l'électricité, dont le Conseil d'État a récemment validé la pérennité face aux assauts des concurrents d'EDF. Les consommateurs devraient payer juste le coût pour disposer à moyen et long terme les réseaux et des moyens de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement. Et il est profondément antisocial de faire payer aux consommateurs, ce que je disais, les fluctuations erratiques d'un marché biaisé, notamment par les subventions accordées à certaines énergies et dont celles des renouvelables.